bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, une émission créée et animée par André Loez. J'ai le plaisir d'être à nouveau avec Vincent Azoulay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, déjà passé au micro à la fois avec la casquette d'ancien directeur des Annales et puis aussi pour parler de votre sujet de prédilection qui est la démocratie athénienne à l'époque classique. On vous avait reçu en compagnie de Paulin Ismar pour 403, une histoire chorale. Alors aujourd'hui, on est un petit peu de l'autre côté chronologique, on va dire, du 5e siècle athénien, puisque c'est plutôt au début du 5e siècle, au moment où s'élabore une pratique démocratique très singulière à la fois parce que l'ostracisme, pour pas mal de gens qui connaissent pas la Grèce antique, ça évoque rien de précis. En même temps, pour tous les collègues qui enseignent en 6e la démocratie athénienne, dans tous les manuels d'histoire, il y a un ostracon, un tesson de poterie avec le nom de quelqu'un que la cité a voulu exclure, ça figure parmi les documents incontournables. Et du coup, c'est un enjeu incontournable pour ces pratiques démocratiques antiques que vous scrutez depuis longtemps. Le livre s'appelle donc Ostracisme, du bon usage de l'arbitraire en démocratie, paru aux éditions de l'EHESS. Alors c'est un livre magnifique, je l'ai dit sans flagornerie, à la fois magnifique visuellement parce qu'il y a un grand nombre d'illustrations qui sont très bien reproduites et qui dialoguent entre passé et présent. Et puis c'est un livre extraordinairement intéressant sur comment ça fonctionne, cette pratique démocratique. Alors peut-être disons de manière très simple au départ, l'ostracisme c'est quoi ? À quel moment des Athéniens pouvaient être amenés à écrire un nom sur un tesson de poterie pour dire « on ne veut plus de lui ». Ouais, c'est effectivement une pratique étrange et une pratique qui a beaucoup fasciné depuis l'Antiquité et presque jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une pratique qui naît au début du 5e siècle dans la foulée des réformes de Clisthène, qui est celui qui jette les bases, disons, de la démocratie athénienne sur le plan institutionnel et qui se préoccupe aussi de protéger le régime. Protéger le régime par une mesure, effectivement, qui peut sembler étrange et singulière, consistant à exiler, mais pour 10 ans seulement, un citoyen une fois par an, en tout cas, on s'en réserve la possibilité, mais avec toute une série de garanties qui entourent notamment les biens et la personne de l'ostracisé. Donc c'est une mesure, alors totalement arbitraire, c'est aussi l'autre versant de la fonction et ce qui a fait beaucoup pour sa mauvaise réputation, c'est-à-dire que celui qui est exilé n'a pas besoin d'avoir commis le moindre crime pour l'être, mais en même temps une mesure modérée, disons, dans sa forme par rapport aux exils normaux, dans la mesure où la citoyenneté de l'ostracisé n'est pas détruite et que ces biens continuent à lui appartenir. En tout cas, il peut jouir de leurs revenus. Donc c'est ce dosage qui m'a intéressé dans ce livre. Sachant que les ostracisés sont parfois des figures de tout premier plan, on peut dire que le plus fameux sans doute, c'est Thémistocle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout à fait. Oui, on y reviendra, mais effectivement, c'est les grands noms de l'Athènes classique qui sont ostracisés ou ostracisables. Et effectivement, l'un des grands ostracisés, c'est Thémistocle, le vainqueur de Salamine, souvent dit-on, avec le peuple athénien tout de même. Donc, le vainqueur des Perses, pour le dire simplement. Voilà. Le sauveur d'Athènes face aux Perses, fondateur de la flotte athénienne, fondateur de la puissance navale athénienne qui rayonne presque un siècle durant. Donc, on pourrait se dire, s'il y a bien quelqu'un qui devrait être sur le mont Rochemort de la démocratie athénienne et pas chassé pendant 10 ans, c'est Thémistocle, et c'est l'inverse. Exactement. Et le mont Rochemort, c'est bien trouvé parce que Thémistocle était un assoiffé d'honneur. Il voulait des honneurs et c'est précisément à force d'avoir voulu être sur le mont Rochemort ou le mont Athos de l'Antiquité que, énervant les Athéniens, il a fini par être ostracisé. Alors, une dizaine d'années après la victoire de Salamine, il y a quand même un temps où il a pu jouir de sa gloire, mais cette gloire même l'a amené à être exilé et ensuite même à devoir passer du côté des Perses, ces Perses qu'il avait pourtant vaincus puisqu'il se réfugie et passe la fin de sa vie chez le roi Achéménide. Alors c'est évidemment ce type de situation, un grand homme sauveur de la patrie, pour autant exilé, chassé de manière plus ou moins ignominieuse, on y reviendra, qui a fait beaucoup pour la mauvaise réputation de l'ostracisme, aussi bien dans l'Antiquité que chez les modernes. Et ça, c'est une part importante de votre enquête, qui est d'essayer à la fois de comprendre toutes les strates temporelles qui entourent l'ostracisme, pour à la fois retrouver comment ça se passait dans les années 480 au tout début de la procédure, mais aussi pourquoi c'est relativement dur à approcher, parce qu'il y a tellement de discours
discours dévalorisant, et il y en a un qui est en couverture, hein, sous forme picturale, c'est l'ostracisme d'Aristide, autre grand homme, entre guillemets, exilé par l'ignorance et l'ingratitude du peuple athénien. Et du coup, l'ostracisme, c'est un objet qui n'est pas purement un objet du 5e siècle. Effectivement, l'ostracisme a une longue histoire, à la fois comme institution dans sa pratique, mais aussi dans sa réception, et quasiment jusqu'à aujourd'hui, avec un point d'inflexion majeur qui est Plutarque. Plutarque au IIe siècle après Jésus-Christ, qui vit sous les empereurs romains, qui est un notable. Voilà, moyen mémotechnique pour tous les gens qui nous écoutent, Plutarque, il écrit plus tard que les événements dont il nous parle. Exactement, il est aussi éloigné de l'ostracisme d'Aristide que nous le sommes de, je sais pas, Louis XI, on va dire, voire avant. Donc, il ne faut jamais l'oublier quand on lit du Plutarque ou qu'on en entend parler, c'est que c'est un notable grec vivant sous l'Empire romain et qui n'a que détestation pour le régime démocratique, et notamment pour cette pratique signature d'une certaine façon de la démocratie athénienne, qu'est l'ostracisme, et à laquelle il impute de toutes les tares du régime, c'est-à-dire le fait de se débarrasser de ses meilleurs serviteurs. Et Aristide, effectivement, c'est le cas emblématique, c'est dans la vie de cet Aristide qui joua un rôle aussi au moment des guerres médiques, qui est mise en valeur cet ostracisme du grand homme, d'autant plus ingrat de la part du peuple athénien que ce qui lui est reproché, c'est d'être juste. Donc, comment mieux dire l'absence de reconnaissance du peuple athénien qui se débarrasse de ses élites et de ses élites les plus vertueuses. Et c'est avec Plutarque que va naître cette réputation d'ingratitude du peuple athénien, d'un peuple capricieux qui change souvent d'avis et qui met sous sa coupe réglée même les meilleurs de ses citoyens. Un peuple ingrat et aussi un peuple rustre et inculte, parce que l'anecdote que raconte Plutarque, c'est un homme qui ne sait pas écrire, qui demande à un Athénien d'écrire le nom d'Aristide, sans savoir que c'est Aristide lui-même qui le demande, et Aristide avec grandeur d'âme, évidemment, toujours chez Plutarque, c'est toujours très édifiant, avec grandeur d'âme, il dit bien sûr je vais écrire ce nom, tant pis si je me condamne moi-même, je vais prouver ma vertu sans pouvoir sauver mon statut. Donc cette idée qu'il y a les bons, les meilleurs, et il y a la masse inculte et le démos, c'est pas juste une collectivité civique, c'est aussi les couches populaires, c'est aussi ça qui joue dans la détestation de l'ostracisme. Tout à fait, parce que c'est le peuple qui, d'une certaine façon, prend la mesure en la pratiquant de sa capacité d'action et de sa capacité à contrôler les élites. Et ça, effectivement, ça rend absolument fou les notables de toutes les époques qui, effectivement, vouent l'institution aux gémonies avec une très grande régularité, et ce, jusqu'au 19e, voire au 20e siècle, avec des jugements extrêmement négatifs sur la mesure. Alors, on va revenir sur la mesure elle-même et la réalité concrète, mais je voudrais insister sur ce point parce que, d'un point de vue aussi épistémologique, je trouve que c'est intéressant de faire un livre d'histoire antique qui soit à moitié pas un livre d'histoire antique et qui soit consacré aussi aux réceptions de l'Antiquité. Parce que d'une certaine manière, la période classique, si on la dit classique, c'est précisément qu'elle a été classée comme telle. Et du coup, il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie. C'est comme si on ne pouvait plus écrire, en tout cas votre livre pour moi le prouve, on ne peut plus écrire sur cette période comme s'il n'y avait pas des filtres et des strates suivantes qui ont construit l'image de cette période. Et du coup, il est nécessaire de prendre en compte aussi bien le passé antique que les vies post-antiques du passé antique, et écrire un livre d'histoire antique pur, enfermé dans l'Antiquité, comme s'il n'y avait pas de réception antique absolument massive, et presque une impasse. Oui, alors peut-être ça dépend des objets, mais en tout cas sur ce type d'objet qui a été tant mobilisé, et à la fois par les érudits, mais aussi même par les hommes politiques de différentes époques, c'est effectivement, je pense, une impasse. Et je dirais même que ce livre, il plaide pour un certain type d'histoire qui essaye toujours de connecter le travail empirique sur l'Antiquité et le travail sur sa réception, parce que je trouve que effectivement les études antiques, mais aussi les études de réception souffrent souvent, pas toujours, mais souvent d'une forme
myopie, ou en tout cas, voilà, ce sont des études borgnes, selon qu'on est antiquisant et que l'on ne fait pas l'étude de la réception de ce que l'on étudie, ou que l'on est spécialiste de réception de l'Antiquité, mais sans travail empirique de première main sur celle-ci. Et je pense que c'est absolument crucial d'essayer de tenir les deux bouts. Bien sûr qu'on ne peut pas être au même niveau, disons, en fonction de sa spécialité sur l'Antiquité et puis sur, disons, la réception de celle-ci, mais on doit en tout cas essayer de s'y efforcer. Alors, pour dépasser justement les images accumulées depuis Plutarque, il y a un instrument essentiel qui est l'archéologie, et vous montrez qu'il y a une révolution dans la prise en compte de l'ostracisme. Alors, il y a les premiers signes à la fin du 19e, quand des savants allemands commencent à publier timidement des premières reproductions de tessons de poterie pour appuyer leur discours, qui jusque-là s'appuyait sur les sources littéraires, mais dans les années 1960, on découvre des milliers de tessons. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a effectivement, à la fin du 19e siècle, on en connaît 4. Et quand Carcopino, sur lequel on reviendra peut-être, écrit sa monographie sur l'ostracisme, c'est effectivement ce qu'il a en main. Ce qui est déjà mieux qu'au 19e siècle, on pensait que c'était des coquilles et des coquillages, les ostracas, les tessons de poterie sur lesquels était marqué le nom de l'homme à exiler. Et effectivement, au cours du XXe siècle, on a des découvertes archéologiques régulières, et puis tout d'un coup, une découverte absolument majeure dans un remblai d'un canal de dérivation du fleuve de la rivière Eridanos, qui découvre plus de 8000 ostracas d'un coup, liés à une ostracophorie, une cérémonie d'ostracisme en 472-471, très probablement, et qui donc livre un luxe de détails sur la procédure et qui permet d'en avoir une approche quantitative. On imagine peut-être l'émotion quand même des gens qui trouvent d'un coup des milliers d'ostracas. Ça doit faire quelque chose ? Ça doit faire quelque chose, mais avec une réception extrêmement différée. C'est-à-dire que très certainement, ceux qui les ont découverts ont été frappés, mais en réalité, comme souvent en archéologie, les découvertes, tant qu'elles ne sont pas publiées, sont une rumeur. Disons, dans la communauté des historiens et des historiennes, il y a des publications, on donne des premiers résultats, mais la publication de ces 8000 et quelques ostracas découvert dans les années 60, n'apparaît qu'en 2018. Et c'est donc en réalité depuis moins de 10 ans qu'on peut véritablement prendre la mesure de cette révolution documentaire. Et en prendre la mesure, c'est au sens très concret, mesurer les choses et compter. Donc il y a 176 ostracisables et 14 ostracismes, même si compter les ostracismes est une opération plus compliquée qu'il ne semble. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des ostracismes qui sont documentés par les sources littéraires et qui sont manifestement des inventions, parce que a posteriori, on apprend qu'il y a un ostracisme de Thésée, dont on peut douter de l'historicité, comme d'ailleurs de celle du personnage. Il y a des doubles ostracismes qui sont aussi, disons, sujets à caution, parce que les auteurs anciens cherchent à créer des formes de symétrie entre ostracisés ou ostracisables. Et donc, on arrive, disons, à 12 ostracismes à peu près avérés, certainement pas beaucoup plus. Voilà, peut-être 13, peut-être 14. Et c'est l'un des premiers résultats de ces comptages, c'est le faible nombre d'ostracismes sur la durée de vie de l'institution, qui en gros s'étend entre 488 et 487, c'est le premier ostracisme attesté, et 416, le dernier, celui d'Hyperbolos, c'est-à-dire donc, on va dire, un peu plus de, trois quarts de siècle, disons 3 quarts de siècle, et sur ces 3 quarts de siècle, seulement 12 ostracismes. Donc ce n'est pas une mesure, et c'est déjà un résultat dont les Athéniens ont fait un abus numérique, disons. Alors avec un point hyper important sur lequel on reviendra peut-être, c'est cet abandon de l'ostracisme qui fait que les noms d'un certain nombre de personnages, on pourrait s'attendre de les voir menacés d'ostracisme, ostracisés, de voir leurs noms sur des tessons, n'apparaissent pas. Des gens comme Cléon, qui a été dénoncé comme un démagogue va-t-en-guerre. Plus tard, on peut penser à Démosthène, qui avait beaucoup d'ennemis politiques. Bon, de fait, ils ne sont pas concernés.
Tout à fait. Alors pour Démosthène, la mesure n'est plus en action. Elle existe toujours. On pose toujours la question à l'Assemblée parce que l'ostracisme se déroule toujours en 2 phases. On demande d'abord au 6e mois de l'année si l'on va procéder à un ostracisme. Et puis, si la réponse a été positive, 2 mois plus tard, au plus tard, a lieu cette grande cérémonie d'ostracisme avec la nécessité d'un quorum pour que la mesure devienne exécutive et soit exécutée. Et donc, on pose encore la question au IVe siècle, mais disons que depuis 416, elle n'est plus jamais mise en action. Ce qui est plus troublant, c'est Cléon, lui, il est encore dans le moment, dans l'arc chronologique où l'institution est utilisée, et pourtant, il n'en a jamais été victime. Ce qui montre bien, disons, toutes les restrictions qu'avaient les Athéniens pour employer cette mesure, qui n'était pas évidente, qui était une sorte de menace qui devait peser sur les élites athéniennes, mais qui n'avait pas nécessairement d'ailleurs besoin d'être activée pour être efficace, pour produire des effets politiques. Qui n'est pas évidente, y compris pour nous, parce qu'une des qualités du livre, c'est aussi de restituer les débats historiographiques, qui montrent que, sur une base documentaire accrue évidemment par tous ces tessons, mais d'un point de vue des sources narratives finalement assez restreint, il y a plein de points d'ombre, et cette question du quorum notamment, combien de gens votaient, combien fallait-il de voix, à quel moment, à quel stade de la procédure, tout le monde n'est pas d'accord, et sans doute, il y a des choses qu'on ne pourra jamais complètement trancher. Oui, parce que les sources qui parlent de ce quorum datent, disons, du IVe siècle, de la fin du IVe siècle, donc presque un siècle après la fin de l'utilisation effective de l'ostracisme, et qu'à partir de là s'engouffrent toutes les hypothèses possibles produites par les historiennes et les historiens. Donc fallait-il un quorum, comme le disent les sources de la fin du IVe siècle, pour la 2e phase de l'ostracisme, donc un quorum de 6000 citoyens, donc 6000 ostracas pour que la mesure soit effective. Mais déjà là, une question se pose. Est-ce qu'il fallait 6000 tessons sur le nom d'un homme ou 6000 tessons en tout ? Première question. Oui, on peut imaginer 6000 tessons en tout, et du coup, même celui qui en a 1500 à son nom, arrivant en tête, entre guillemets, serait ostracisé en raison de la dispersion des votes sur tous les autres noms. Exactement, et c'est a priori, d'ailleurs, le consensus historiographique actuel, c'est le premier à ce concours d'impopularité qui serait ostracisé à partir du moment où il y a au moins 6000 tessons. Mais d'autres historiens plutôt minoritaires plaident pour une concentration de 6000 tessons d'ostracisme sur un seul nom, alors ce qui est un enjeu pour eux pour montrer l'intensité de la participation civique. Mais d'autres historiens encore, et plus récemment, un historien polonais qui a écrit un grand livre sur l'ostracisme, dont les thèses sont parfois contestables mais toujours stimulantes, Marek Wekowski, a fait l'hypothèse que le quorum, en réalité, aurait concerné le premier vote, celui qui ouvre la possibilité de l'ostracisme. C'est là qu'il y aurait eu une sorte de verrou, au moins 6000 votants, pour que la procédure puisse éventuellement prospérer. Et ce qui est intéressant, c'est assez stimulant parce qu'effectivement, ça pourrait expliquer pourquoi il y en a eu si peu au cours des 3/4 de siècle où l'institution a été active. Parce que le quorum aurait concerné la première phase, celle qui décidait s'il y avait lieu de faire un véritable vote d'ostracisme avec les ostracas que l'on complète. Ce qui voudrait dire que le vote n'est pas un vote ordinaire de l'Assemblée qui se réunit une quarantaine de fois dans l'année, mais serait un vote séparé. Est-ce qu'on convoquerait l'Assemblée pour l'ostracisme? Comment ça s'articule avec, on va dire, les pratiques routinières? Alors, les pratiques routinières, c'est le premier vote qui décide s'il y a ou non lieu d'y avoir un ostracisme. Donc ça, c'est dans une séance ordinaire de l'Assemblée? C'est dans une séance ordinaire, en principe, lors du 6e mois de l'année, lors de l'Assemblée principale, si une telle chose existe au 5e siècle, qui est débattue, mais enfin, il y a environ 3-4 assemblées par mois. Et lors d'une des assemblées du 6e mois de l'année, il y avait le vote sur le vote, d'une certaine façon. Y aura-t-il un ostracisme cette année? Et la plupart du temps, la réponse était négative. Avec ou non quorum, c'est là le débat réintroduit par Marek Wekowski, mais a priori sans quorum. Et puis,
si la réponse avait été positive, là, dans les 2 mois, on était censé organiser donc un second vote, cette fois-ci qui se tenait sur l'Agora pour des raisons pratiques, parce que il fallait pouvoir accueillir beaucoup de monde et que la PNIX, le lieu où se déroulaient les assemblées ordinaires, ne pouvait au 5e siècle accueillir que 6000 au plus personnes, c'est-à-dire en gros le quorum, hein, mais ça aurait été très juste pour des mesures à haut enjeu où il pouvait y avoir plusieurs dizaines de milliers de citoyens. Rappelons qu'à Athènes, il y a au 5e siècle, entre 40 000 et 60 000 citoyens. Donc potentiellement beaucoup plus de votants que ce qui peut tenir dans le lieu où se réunissent les assemblées ordinaires. Donc lors de ce qu'on appelle l'ostracophorie, l'ostracisme, eh bien c'était sur l'Agora que cela se déroulait, avec très certainement donc souvent plusieurs, en tout cas au moins une dizaine de milliers de citoyens se réunissant pour expulser un de leurs concitoyens. Avec des indices montrant que la participation pouvait être forte, l'histoire même de Plutarque qu'on a raconté au début, visant Aristide, met en scène un citoyen athénien qui n'a pas l'habitude du vote et qui, semble-t-il, se serait déplacé, soit juste pour ça, soit en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui peut mobiliser des gens au-delà des procédures, on va dire, de participation habituelle pour un certain nombre de citoyens accoutumés à la politique. Oui, c'est absolument décisif ce point, parce que c'est souvent un malentendu sur le fonctionnement de la démocratie athénienne, où on imagine des citoyens hyper participants sans arrêt sur la PNIX et dans les institutions. Alors, le citoyen aristotélicien. Voilà, exactement, le citoyen aristotélicien, alors qu'en réalité, ils ne sont pas là pour exercer des droits formels et dire je suis citoyen. Non, ils sont là pour exercer des droits lorsque ceux-ci leur permettent d'exercer un pouvoir, lorsque la participation a des conséquences. Et donc, les assemblées ordinaires, en général, rassemblaient quelques milliers de citoyens et ça ne posait pas de problème. En revanche, quand les enjeux étaient élevés, et c'était le cas pour l'ostracisme, là, ils se réunissaient. Effectivement, l'anecdote, si fausse soit-elle, du Rustre et d'Aristide est intéressante dans la mesure où elle montre un citoyen qui ne connaît pas le visage d'Aristide, donc qui n'est pas un habitué, effectivement, des lieux institutionnels consacrés, mais qui sait que là, les enjeux sont suffisamment importants pour se rendre dans la ville, certainement à plusieurs kilomètres de son domicile, ce qui était un effort et ne pouvait être fait de façon trop régulière. Oui, on pourrait le rapprocher du personnage mis en scène par Aristophane qui ne va à l'Assemblée, ce paysan, qui ne va à l'Assemblée parce qu'il est question de la paix, d'une question de vie ou de mort en quelque sorte. Et donc c'est ce personnage, c'est au début je crois des Acarniens, voilà, où il vient, mais parce que il y a un enjeu vital qui est est-ce qu'il y aura la paix enfin, et il n'est pas accoutumé à la pratique, et il n'est pas accoutumé à voir la corde, à voir les gens qui se rassemblent. Voilà, c'est le rustre en politique parce que ça le concerne plus que la politique ordinaire. Exactement. Dikaiopolis, l'homme de la cité juste qui essaye de faire cesser la guerre dans les Acarniens, donc présenté en 424 avant Jésus-Christ, et effectivement un très bon condensé de cette pratique intermittente de la participation qui me semble être l'une des caractéristiques du fait démocratique. Non pas cette hyper-participation qui est plutôt le fait des oligarchies, c'est-à-dire un petit nombre de citoyens très très impliqués tout le temps là, et pouvant, souvent riches, et donc pouvant bénéficier des esclaves, de leur richesse, pour se consacrer pleinement à la chose publique, mais une participation intermittente, et l'ostracisme en est d'une certaine façon le symbole. Oui, et ce qui par ailleurs renvoie aussi à des questions politiques contemporaines, parce qu'on sait que la participation, on enregistre le lendemain du deuxième tour des élections municipales, c'est une variable clé, une variable sur laquelle les élites politiques n'ont pas toujours prise. Alors du coup, ça nous ramène à des débats très importants pour l'Antiquité, parce qu'il y a toute une école de pensée qui a lu l'ostracisme comme un élément dans un jeu stratégique, un jeu avec des acteurs rationnels qui disent alors si je fais ostraciser un tel, moi-même je le serai pas, etc., etc. Comme si finalement le démo c'était simplement instrumentalisé, et que l'ostracisme c'était une sorte de collusion entre les puissants, soit pour exclure l'un d'entre eux, soit au contraire pour apaiser les tensions entre eux, vous le dites à un moment dans le livre, c'est une lecture des choses très instrumentale qui ne tient pas forcément compte de l'imprévu toujours possible en démocratie, et donc du coup du fait que peut-être plus de gens vont écrire un nom sur un tesson et plus de gens vont venir ce jour-là, et que ça peut pas être, c'est un système qui ne peut pas être parfaitement cadenassé, semble-t-il.
Non, tout à fait. C'est vrai qu'on a, sur la lecture de l'ostracisme, et notamment avec le livre de Marek Wieckowski, une vision élitaire de la démocratie athénienne et de la démocratie en général, qui a été mise en avant avec l'idée que l'ostracisme aurait été un outil, disons, de régulation des tensions au sein de l'élite. En gros, et c'est une proposition paradoxale, stimulante, hein, mais paradoxale et, à mon sens, erronée, l'ostracisme aurait été instauré pour ne pas être utilisé. Parce que, en quelque sorte, hein, comme l'arme nucléaire, c'est trop puissant, trop dangereux pour que les élites athéniennes se permettent le luxe d'y recourir. Et donc, la situation normale aurait été que les élites athéniennes, donc calculatrices, rationnelles, auraient plutôt tenté, fait en tout cas tout leur possible pour que la mesure ne soit pas mise en œuvre. Et puis, d'une certaine façon, les quelques ostracismes de l'histoire seraient les ratés de cet instrument de régulation mis en place par Clisthène au tout début du 5e siècle ou à la toute fin du 6e siècle. À mon sens, c'est une vision très, très intéressante, hein, stimulante, mais qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne pas parce qu'elle considère le peuple comme un spectateur des luttes entre les élites, au mieux un arbitre que l'on convoque lorsque le système défaille, alors que l'ostracisme, à mon sens, a été plutôt l'un des principaux moyens par lequel le peuple a pris conscience de son propre pouvoir, non seulement à exercer un réel pouvoir sur les élites, mais un pouvoir limité, un pouvoir modéré, mais véritablement s'est vu collectivement en train de pouvoir tenir en bride ceux qui parlaient plus qu'à leur tour à l'Assemblée, qui occupaient des positions stratégiques davantage que les autres. Et alors sur ce point de la démonstration que je trouve très convaincante, c'est qu'il y a des éléments à l'appui de cette idée que le peuple a une part d'autonomie et n'est pas pur instrument des jeux des élites, c'est que les ostracas portent parfois des mentions, des condamnations, des insultes, Thémistocle enculé, un tel parce qu'il a trop d'honneur, un tel il est corrompu, etc. Donc, si le peuple était un pur instrument, sans doute on ne trouverait pas ce type de choses qui vont plus loin que le simple acte d'écrire un nom et de se prêter à une procédure où tout est joué d'avance. Oui, tout à fait. On a, grâce à ces milliers d'ostracas donc découverts archéologiquement, accès à la parole vive d'un certain nombre d'Athéniens anonymes. Et effectivement, on y découvre beaucoup d'insultes. Alors, c'est rigolo, les insultes, effectivement, mais c'est aussi porteur d'un riche imaginaire politique. Et ce qu'on voit, c'est que les insultes ont tendance à cibler toujours l'élite, d'une part, et l'élite en tant qu'elle est potentiellement traître à la cité, ou inversement qu'elle exerce un pouvoir tyrannique sur les citoyens à l'intérieur. Donc traître à l'extérieur, tyran à l'intérieur. Le mot tyran est utilisé ? Alors, pas directement le mot tyran, mais toute une série d'accusations associées à la tyrannie. Sachant que le premier objectif de l'ostracisme et d'essayer d'empêcher le retour des tyrans, ces tyrans qui avaient régné sur Athènes au VIe siècle. Et là, c'est pas un peu paradoxal qu'il n'y ait pas justement Tyrannos, qu'il n'y ait pas, que ce soit pas dit comme tel ? Alors, paradoxal, non, parce que ce qui est dit, parce que d'une certaine façon, c'est tout clignote sur le mot tyrannie. En réalité, il n'y a même pas besoin de le dire, puisque c'est le principe même de l'ostracisme, d'empêcher le retour de la tyrannie. Donc on va plutôt convoquer d'autres termes qui y sont associés à la supériorité sociale, à des comportements jugés tyranniques, plutôt que de redire ce que l'institution, d'une certaine façon, signifie en propre. Le fait d'empêcher préventivement un potentiel tyran de prendre le pouvoir. Qu'est-ce que l'ostracisme nous dit de la littératie athénienne, c'est-à-dire de la capacité à écrire des citoyens athéniens ?
C'est une question importante sur laquelle il y a beaucoup de littérature et qui évolue en plus. Parce que, effectivement, l'anecdote d'Aristide et le rustre, ça nous montre effectivement un homme de la campagne qui ne sait pas écrire, qui doit donc demander le recours à un citoyen pour pouvoir graver son ostracone, son tesson de poterie. En même temps, on a pu faire valoir que quand il est sur l'agora, il peut héler n'importe qui et avoir une chance raisonnable de trouver quelqu'un qui sait écrire. Donc, on a pu en faire un argument pour dire que Athènes était une société de ce qu'on appelle souvent restricted literacy, donc de littératie restreinte, avec des gens qui, pour la plupart, savent graver les lettres et connaissent les rudiments. Et ça a été plutôt confirmé par des découvertes archéologiques récentes, notamment à Varie. On a trouvé des graffitis de bergers fin du VIe siècle, début du Ve siècle, où on voit des noms, et notamment des noms propres, gravés dans d'autres circonstances, toutes autres circonstances que l'ostracisme, mais donc dans des milieux aussi populaires et ruraux. Donc on a tendance à plutôt réévaluer la capacité de littératie des Athéniens dès le début du Ve siècle. Sachant qu'une partie des ostracas semble avoir été préparée à l'avance, donc il n'est pas impossible qu'il y ait des agents politiques qui aient quand même cherché à dire bon ben voilà, un tel sait pas écrire, je vais lui graver un nom, on va en cuire à l'avance, ça c'est hyper étonnant, on a des vases cuits avec les noms pour être cassés pour servir d'ostraca. Il y a quand même il y a plein de niveaux, il y a plein d'indices qui montrent que c'est pas une pratique univoque. Oui, parce que donc chacun devait arriver avec son tesson. Il n'y avait pas de matériel électoral qui était distribué par des autorités, par les autorités compétentes. Alors les tessons se trouvaient assez facilement sur l'agora, mais c'est vrai qu'on a une grande diversité de pratiques. Il y a plein de tessons gravés manifestement sur le moment, avec de très nombreuses fautes d'orthographe, en tout cas par rapport à l'orthographe majoritaire d'un nom. Et on a des ostracas aussi tout à fait extraordinaire parce qu'il montre au contraire un soin dans la gravure, avec une gravure très très uniforme, géométrique, des lignes qui sont vraiment qui montrent un soin maniaque à la façon de mettre en scène le nom du père et parfois une injure en plus ou un terme disons qui dévalorisant. Et on a même effectivement ces cas. Alors, deux choses. Donc, effectivement, des ostracas qui sont peints et donc cuits ensuite, là, ce qui montre vraiment effectivement un niveau de préparation assez... parce que ça veut dire s'y prendre quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance, mais de fait, il y avait du temps. Et puis, on a aussi un cas assez extraordinaire, le cas de Thémistocle, où on a presque 200 tessons qui sont dus à moins d'une dizaine de mains, parce qu'on peut faire l'étude des mains de ceux qui ont gravé les tessons. Donc, préparés à l'avance sur des culs de Nokoé, donc vraiment, c'est assez beau, et qui ont été retrouvés ensemble au nord de l'agora, dans un puits. Alors c'est intéressant parce qu'on voit effectivement des tentatives de manipulation du scrutin, et en même temps on voit que très certainement c'était pas si évident que ça de bourrer les urnes, parce que là, ça a manifestement échoué. Alors comment on le sait ? Parce que dans la trouvaille archéologique, on a trouvé ces 190 tessons d'ostracas au nom de Thémistocle préparés à l'avance, ensemble, sans être mêlés d'aucun autre nom. Or, dans toutes les autres trouvailles, liées à des ostracophories, des cérémonies d'ostracisme, on a toujours, même si un nom est majoritaire, on a toujours des noms mêlés, plusieurs noms, ce qui veut dire que très certainement, ces ostracas préparés à l'avance n'ont pas pu servir lors de l'ostracisme pour lequel ils ont été prévus. On en vient à cet enjeu fondamental qui est l'abandon de l'ostracisme, le fait que ça se concentre dans les premières décennies de la démocratie athénienne, quand le souvenir de la tyrannie peut-être est plus vif et qu'il y a des enjeux de lutte contre son retour. Mais on sait aussi que la fin du Ve siècle, le moment de la guerre du Péloponnèse, c'est un moment d'affrontement politique d'une extraordinaire ampleur. La figure d'Alcibiade, celle de Critias, on a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs à ce micro. Et pourtant, l'ostracisme n'est pas employé. Alors, on pourra rentrer dans les détails, mais peut-être de manière simple, quelle hypothèse vous faites
pour comprendre pourquoi, après 416, il n'y a pas d'ostracisme, alors même que les conflits politiques sont à leur paroxysme. Beaucoup d'hypothèses, mais effectivement, pour dire les choses franchement et clairement, si l'ostracisme est abandonné, à mon sens, c'est en tout cas l'hypothèse que j'essaye d'argumenter, c'est que elle est devenue insuffisamment punitive dans un moment où les Athéniens éprouvent le besoin d'un contrôle de leurs élites politiques et économiques renforcées. Donc, dans un moment de crise, celui de la guerre du Péloponnèse, les Athéniens ont mis en place toute une série de procédures beaucoup plus punitives que l'ostracisme. Et d'une certaine façon, l'ostracisme a correspondu à un compromis entre élite et peuple, où la nécessité de punir férocement les élites était moins grande qu'en cette fin de 5e siècle, où ça craque de toutes parts et bientôt la démocratie va être momentanément abolie. Et d'une certaine façon, le cas d'Alcibiade, il est très intéressant parce qu'en 416, il est ostracisable, il aurait dû être ostracisé. Il sort d'une campagne olympique extraordinaire où il a acquis un très grand prestige et en même temps il rend fou les Athéniens parce qu'il ne fait rien comme les autres. Et en 416, l'ostracisme va être mis sur un homme politique important, mais malgré tout de second plan par rapport à Alcibiade et Nicias, au terme d'un arrangement apparemment entre ses deux meilleurs ennemis qui étaient Nicias et Alcibiade, peu importe les détails. Ce qui est important, c'est que Alcibiade n'est pas ostracisé, mais en revanche, l'année suivante, en 415, il va être poursuivi et poursuivi par des mesures beaucoup plus drastiques, finalement condamné à mort par contumace, et c'est là qu'il va aller du côté spartiate et faire infléchir le cours de la guerre. Et c'est intéressant parce que ça révèle à la fois la modalité beaucoup plus drastique du contrôle des élites qui a lieu en cette fin de 5e siècle, et le fait que ce contrôle beaucoup plus féroce peut être contre-productif. Contrairement à l'ostracisme, et ça c'est l'une des autres thèses du livre, qui a toujours été acceptée par ceux qui en étaient victimes. Et ça, vraiment, c'est pour moi le point le plus essentiel, s'il y en a un dans toute la démonstration, qui est souvent oublié, c'est l'acquiescement des élites à ce moment pourtant arbitraire qui aboutit à leur éviction momentanée. Et cet acquiescement, il doit nous étonner et il doit, à mon sens, être mis en avant pour essayer de comprendre le fonctionnement de la démocratie athénienne, cet équilibre entre le pouvoir du peuple et en même temps la supériorité sociale et politique de ces élites. Est-ce qu'on peut mettre cet acquiescement en lien avec d'autres formes beaucoup plus dures de bannissement, d'exil politique, dont on sait qu'ils ont existé dans l'histoire athénienne et qui se multiplient à l'époque de la guerre du Péloponnèse? C'est-à-dire que l'ostracisme, finalement, c'est un moindre mal et c'est une sortie institutionnalisée, honorable et provisoire. Tout à fait. Oui, je pense qu'il faut absolument les mettre en parallèle, d'autant que, et dès le IVe siècle et chez Aristote, l'ostracisme est rabattu sur toutes les autres formes d'exil, mais ces exils qui, au contraire, produisent soit la sécession des élites, on ne veut plus s'occuper des affaires publiques, soit leur révolte. Oui, et le ressentiment et la vengeance. Ceux qui reviennent ont des comptes à régler. C'est le passage de Xénophon, les exilés revinrent, au moment où on a bâti les longs murs, les exilés revinrent, et on comprend bien que ça va tourner au règlement de compte en 404-403. Exactement. Et ce qui est fascinant, et c'est pour moi l'une des découvertes, en tout cas de ces éléments qui ne sont pas suffisamment mis en avant en général dans l'historiographie, c'est le fait qu'aucun ostracisé d'une certaine façon, ne s'est replié ni sur son jardin à le cultiver tranquillement face à l'ingratitude du peuple, ni même ne s'est révolté contre Athènes. Et il faut tout de suite lever une ambiguïté, c'est le cas de Thémistocle. Thémistocle est passé du côté du roi perse après avoir été ostracisé. Donc on pourrait dire c'est une exception à la règle, mais pas du tout, parce qu'en réalité, après son ostracisme, il d'abord se tient tranquille à Argos en espérant être rappelé, ou en tout cas revenir après avoir purgé sa peine. Et ce n'est qu'après avoir été condamné
par contumace la trahison à la peine de mort qu'il va finalement se résoudre à aller d'abord en Thessalie, puis finalement en Perse. Et c'est donc pas l'ostracisme qui a fait de Thémistocle un exilé en rupture de ban, mais une condamnation pour traîtrise et une condamnation à mort. Et donc le seul cas souvent qu'on met en avant pour dire mais l'ostracisme produit de la rancœur, en réalité n'est pas valide. Et c'est vraiment absolument décisif pour comprendre la façon dont l'ostracisme a pu domestiquer les élites sur le long terme, les élites politiques athéniennes. Alors, domestiquer les élites, ça pouvait être une préoccupation dans d'autres régimes républicains ou se disant républicains ou disons de délibération collective. Et vous montrez qu'à partir du XVe siècle, à Florence en particulier, c'est le moment où l'histoire grecque reprend de l'importance parce qu'on accède bien plus facilement aux textes sur l'Antiquité grecque, alors que la romanité avait quand même dominé jusque-là, mais la Renaissance permet un afflux de textes et de réflexions. Et du coup, dans la Florence des Médicis, il y a un certain nombre de gens qui se demandent si ça pourrait pas être un outil pour la vertu et la liberté de la cité. Oui, parce que c'est effectivement à Florence que la question a été posée de façon assez obsessionnelle. C'est là que les premières références à l'ostracisme reviennent, alors plutôt sous un mode négatif, parce que l'Italie communale est une culture du bannissement et de l'exil sans retour, et que très souvent l'ostracisme est rabattu sur ce type de mesures et donc est plutôt vu en mauvaise part. Mais c'est vrai que en même temps, à Florence, et depuis la fin du XIIIe siècle, il y a des mesures contre les magnats, les grands, et des mesures qui peuvent aussi avoir leur part d'arbitraire. Et cette culture du contrôle des élites, elle fait que on a pu, et que plusieurs humanistes florentins ont pu prendre l'ostracisme, cette fois-ci en bonne part, le plus célèbre d'entre eux étant Machiavel. Machiavel qui, dans le discours sur la décade de Tite-Live, fait un éloge de l'ostracisme. C'est même l'un des rares moments où il dit que les Grecs et les Athéniens ont été aussi vertueux de ce point de vue que les Romains. Parce qu'en général, il n'a Dieu que pour Rome, mais il dit que l'ostracisme est tout à fait justifié dans un contexte où il s'agit de défendre les libertés publiques. Autre figure qui a vanté l'ostracisme, même si à l'époque il est plutôt isolé dans cet éloge, c'est Montesquieu. Vous reproduisez, alors c'est l'occasion de redire que le livre est très beau, aussi du point de vue visuel, avec par exemple un autographe de Montesquieu, de la page où il évoque cette procédure entre guillemets admirable, des Athéniens admirables, parce qu'entouré de précautions, ce n'est pas l'arbitraire le plus absolu. Les gens votent, les gens discutent, et la cité l'a institué, mais c'est pas l'opinion dominante quand même dans l'Europe des Lumières. Non, c'est vrai que le XVIIIe siècle, encore, la vision, y compris celle de l'encyclopédie, développée par le chevalier de Jaucourt, est très très négative. Et les dissertations érudites qui sont consacrées, en général, voient l'ostracisme. En tout cas, il y a toujours un commentaire sur l'ingratitude des Athéniens tiré de Plutarque. Et Montesquieu, alors c'est assez fascinant parce que là, moi, démocratiquement, j'aimerais avoir montré toute une série d'érudits et d'hommes politiques qui, arrivent à une notion, à une vision nuancée de l'ostracisme. Mais là, c'est vraiment les grands noms qui ont compris l'ostracisme dans toute sa profondeur politique. C'est Machiavel, c'est Bodin, et c'est effectivement Montesquieu qui comprend très bien le dosage d'arbitraire et de modération qui est au cœur de l'ostracisme et qui l'oppose au pétalisme, c'est-à-dire à la mesure un peu jumelle de l'ostracisme développé à Syracuse à la même époque, Syracuse étant une autre démocratie du 5e siècle, mais une mesure où on écrivait le nom de l'exilé sur un pétale, enfin sur une feuille d'olivier, d'où le nom de pétalisme, une mesure qui était mal régulée. Et ça, Montesquieu le comprend parfaitement à partir de sa connaissance extraordinaire des sources anciennes, notamment de Diodore de Sicile, qui est celui qui parle de cette mesure étrange qui avait lieu à Syracuse. Et donc, il comprend vraiment, mais il est isolé. Il est isolé et au XVIIIe siècle, la vision est plutôt négative. Ce n'est que durant la Révolution française que
l'héritage de Montesquieu va être remis au goût du jour. Avec des ambiguïtés d'ailleurs, parce que quelqu'un comme Robespierre est à la fois fasciné par la mesure, en même temps c'est une mesure qui pourrait rappeler la lettre de Cachet, qui a une dimension arbitraire, c'est dans le sous-titre de votre livre, l'arbitraire, l'arbitraire tempéré, et puis quelqu'un de très en vue peut en être victime, donc il se pose aussi des questions sur la viabilité pratique. Et oui, Robespierre, c'est un magnifique cas, parce que dans son discours sur la liberté de la presse en 1791, il dit que l'ostracisme, c'est quand même bien, c'est une persécution passagère, mais qu'elle peut sauver la Révolution, et donc on serait bien placé de s'en inspirer. Et puis l'année suivante, il est l'objet d'une critique virulente d'un certain nombre même de ses amis proches, entre avril et octobre 1792, qui demande que l'idole Robespierre soit ostracisé. Donc on lui applique cette persécution passagère parce qu'il a acquis trop de pouvoir. Et donc on le voit, et là aussi, il y a dans les écrits de Robespierre, on voit qu'il a réfléchi à l'ostracisme, qu'il même entre 1791 et 1792, il a vraiment relu les sources antiques, il a relu Montesquieu. On le voit donc dans sa 11e lettre à ses commettants, à ses représentés, on le voit développer un argument extrêmement subtil pour montrer pourquoi l'ostracisme ne peut pas être appliqué en France. Et il ne peut pas être appliqué en France pour deux raisons. D'abord parce qu'il pourrait le mettre en danger lui-même, mais aussi parce que c'est le moment où se discute la question du sort du roi et que ceux qui sont opposés à sa mort vont proposer comme peine alternative une forme d'ostracisme. Donc il est doublement à ce moment-là opposé à l'ostracisme parce que cela pourrait le concerner et parce que c'est en quelque sorte la peine alternative qui pourrait être donnée à Louis XVI. L'occasion de rappeler au passage que j'avais reçu Colin Jones dans l'émission 346 pour parler de son livre extraordinaire sur Thermidor et sur les dernières 24 heures de Robespierre, qui est un portrait de Paris en Révolution absolument fascinant. La rupture avec l'ostracisme comme possibilité pratique, d'un point de vue théorique, elle intervient sans doute avec Benjamin Constant, qui, dans un texte très fameux, La liberté des anciens comparée avec celle des modernes, montre que cette idée qu'on peut directement intervenir dans la cité, c'est une idée du passé, et que désormais il faut jouir de sa tranquillité politique, c'est la liberté des modernes, de sa tranquillité personnelle plutôt, et que l'institution politique ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Oui, Benjamin Constant, il est très important dans cette histoire, à la fois parce qu'il a été partie prenante de la dernière grande querelle sur l'application éventuelle de l'ostracisme en France, en 1797. Est-ce qu'il faut ostraciser la noblesse ? C'est une question qui est vraiment mise à l'agenda de l'Assemblée, et elle va être d'ailleurs d'une certaine façon mise en œuvre, même si ce n'est pas l'ostracisme antique, et il prend position férocement contre en 1797. Et puis en 1815, donc après la chute de l'Empire, il prononce son grand discours sur la liberté des anciens et des modernes, où d'une certaine façon, il prend congé de l'Antiquité comme ressource politique pour le présent, et creuse l'écart d'une façon presque irrémédiable entre l'Antiquité et la modernité, en montrant que les deux ne sont plus commensurables et ne doivent plus être comparés parce qu'on en a usé et abusé pendant toute la Révolution française. Et donc effectivement, on entre dans ce début du 19e siècle dans une Antiquité qui est en quelque sorte refroidie, où l'ostracisme va devenir, là pour le coup, un objet de savoir avant d'être un débat autour des questions de pouvoir. L'ostracisme devient celui des philologues et plus celui des hommes politiques directement impliqués dans les enjeux publics. Est-ce qu'on peut dire un mot de Nietzsche et l'ostracisme ? Parce que ça fait partie des intuitions éblouissantes du très jeune professeur de philologie qui lui aussi a beaucoup lu et qui a compris certaines choses. Oui, tout à fait. Nietzsche est un maillon important dans cette histoire parce qu'il montre bien à la fois qu'on est désormais quand même plutôt dans le refroidissement de l'ostracisme, mais qu'en même temps, il donne naissance à une tradition d'interprétation de la mesure qui est encore tout à fait vivace aujourd'hui, c'est-à-dire d'analyser, alors c'est dans un texte, un petit texte sur la joute chez Homère, analyser l'agonisme, la rivalité, la concurrence comme un fait absolument crucial pour comprendre le monde grec. L'ostracisme étant un moyen pour lui de maintenir l'agonisme, maintenir la concurrence, maintenir la rivalité vivace, puisque elle, d'une certaine façon, est là pour empêcher qu'un homme trop supérieur ne prenne l'ascendant sur tous les autres. Et donc l'ostracisme est là pour
entretenir ce qui va permettre la vitalité du monde grec. Et on voit déjà le thème non pas du surhomme, mais des surhommes qui permettent l'accomplissement d'une civilisation. Et cette vision donc de l'ostracisme comme, disons, d'une certaine façon, un moyen d'entretenir la vitalité de la concurrence et des rivalités au sein de l'aristocratie ou des élites athéniennes, c'est d'une certaine façon celle que Marek Wieckowski met en avant encore aujourd'hui. Au passage, je cite le titre du livre dont est extrait cette pensée de Nietzsche, qui est assez extraordinaire. 5 préfaces à 5 livres qui n'ont pas été écrits. Voilà, ça c'est quand même un titre splendide. Vous concluez votre propos sur les réflexions contemporaines et sur finalement les propositions qui ont été faites ici et là, notamment aux États-Unis, de réintroduire des formes d'ostracisme dans le débat politique. Et on comprend bien avec le personnage qui est à leur tête pourquoi il y a des gens que ça préoccupe ou qui pourraient trouver ça intéressant. En même temps, vous dites aussi que c'est très peu plausible et que en fait, une mesure seule n'a pas de sens. C'est un écosystème dans lequel elle s'inscrit. Ça marchait un temps d'ailleurs, et pas tout le temps, on l'a dit, dans la démocratie athénienne. Le transposer tel quel dans les démocraties modernes aurait pas beaucoup de sens. En revanche, vous concluez sur l'idée que c'est pas tant la procédure de l'ostracisme que les questions posées par l'ostracisme qui restent d'actualité. Oui, tout à fait, parce que effectivement, l'ostracisme fait écho, disons, à tout un mouvement à la fois théorique et politique qu'on a appelé la démocratie militante, créée disons, au cours de la Seconde Guerre mondiale, par Karl Loewenstein, qui savait de quoi il parlait, puisqu'il était juif, exilé aux États-Unis, et qui a mis en avant l'idée que la démocratie devait trouver des moyens éventuellement non démocratiques de se protéger elle-même. Retour de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. D'une certaine façon, il y a eu une façon qui a eu des conséquences, notamment en République fédérale allemande, d'essayer de protéger le régime par des moyens qui, en tout cas, ne sont pas entièrement démocratiques. Et donc, l'ostracisme a été effectivement réintroduit de cette manière, alors de façon plus ou moins maligne par des théoriciens politiques après 2016 et l'élection de Trump, mais c'est vrai que c'est pour moi d'une certaine façon une impasse parce que ça vient mettre en avant une mesure par rapport à ce qui devrait être effectivement tout un ensemble de mesures articulées à une sociologie, voire une anthropologie politique pour qu'elle ait un sens. Et c'est vrai que c'est souvent l'un des malentendus sur les usages de l'Antiquité dans des milieux, disons, démocrates aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver une martingale. Alors ça a été, et c'est encore parfois le tirage au sort, qui peut avoir des usages tout à fait antidémocratiques. Ça tout dépend de la façon dont il s'insère dans un écosystème d'institutions. Et cela pourrait être l'ostracisme, mais à mon sens, de façon tout aussi périlleuse, si ce n'est pas associé à une réflexion politique et anthropologique plus large. Quelles sont les conditions de possibilité par lesquelles on pourrait arriver à tenir en bride les élites sans les amener à se révolter ou à faire sécession? Merci beaucoup Vincent Azoulay. Je rappelle le titre et le sous-titre du livre « Ostracisme, point d'exclamation du bon usage de l'arbitraire en démocratie » aux éditions de l'EHESS. Est-ce que pour terminer, vous voudriez partager un conseil de lecture à ce micro ? Alors, volontiers, je pense, et en écho un peu à la discussion actuelle, ce qui me semble être un bon usage de ces rapports entre antiquité et monde contemporain, c'est le livre d'Arnaud Massé, un petit livre très richement illustré, fait avec des auteurs de BD, qui s'appelle « La République à l'œil nu ». Et qui montre, qui est paru au CNRS Éditions l'année dernière, en 2025, et qui montre bien comment doivent se penser et peuvent se penser en écho la question de l'engagement civique et la République, mais une République vue au ras du sol, vue au niveau des associations, des formes d'engagement dans des collectifs divers. Et c'est une façon de reposer ce dialogue entre Antiquité et monde contemporain, extrêmement vivace, fait par un philosophe spécialiste de l'Antiquité, mais qui interviewe souvent ou qui parle avec des historiennes, des historiens, d'autres périodes, et puis aussi des collectifs associatifs, des gens engagés dans la cité aujourd'hui. Et
face-à-face et la juxtaposition, les jeux d'écho, les concordances et les discordances sont absolument fascinants. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez commenter le podcast, le partager sur les réseaux sociaux, mettre une note sur Spotify, iTunes, etc., ce qui permet à plus de gens de le découvrir. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.